Monsieur le Président de l'ADEME, donc cher Laurent, Madame la Secrétaire Générale, je ne la trouve pas, elle doit être par là, vraisemblablement. Pardon, excusez-moi. Oh, je suis ébloui. Tu as raison. Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues présidents de conseils départementaux, j'en ai rencontré quelques-uns ce matin, Mesdames et Messieurs les élus de la montagne, Mesdames et Messieurs, bienvenue au Puy, en tout cas pour ceux qui nous rejoignent ce matin. Je suis très heureux, en tant que président du conseil départemental, de vous accueillir en Haute-Loire, vous qui venez de toutes ces terres de montagne qui comptent le territoire français. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, ce qui pour moi constitue une grave erreur, à laquelle il faut vite remédier, la Haute-Loire est bel et bien un pays de montagne. On a eu des échanges hier d'ailleurs là-dessus. C'était à qui était le plus haut, c'était à qui était le plus méritant. Alors j'ai profité de la nuit, puisque Laurent nous a libérés hier soir assez tôt, pour regarder quelques chiffres quand même. L'altitude moyenne de résidence en Haute-Loire a été déterminée à 719 mètres, très exactement. Ce qui place le département en 3e position, derrière les Hautes-Alpes, et ce qui est plus étonnant, derrière la Lozère. Ça, c'est ce qu'ils nous ont soutenu hier. Le territoire de la Haute-Loire est situé aux 2/3 au-dessus de 800 mètres d'altitude. En France, seules les Hautes-Alpes ont une altitude minimale plus élevée. Autre élément, et on en parle très peu de celui-ci, il me paraît beaucoup plus important. Sur les 3400 km de route départementale, 2000 km, soit 60%, sont situés à plus de 800 mètres d'altitude, pour une altitude moyenne du réseau à 960. Vous voyez combien l'enjeu du déneigement et de la visibilité hivernale est essentiel pour le quotidien de nos populations. Et ça me donne l'occasion, Laurent, Président, de saluer l'ADEME pour l'efficacité de son action qu'elle a menée en 2014 dans ce domaine-là, et qui aboutit à une augmentation de la prise en compte du critère de la longueur de la voie, multiplié par 2 au lieu de 1,3 précédemment, dans la dotation de fonctionnement minimale, la DFM. C'est d'autant plus appréciable au moment où l'on ne parle que des baisses de dotation. Cela représente tout de même, pour le seul département de la Haute-Loire, une recette pérenne de un peu plus d'1 million d'euros. Donc, on a largement récupéré notre cotisation. Ah ben moi, je compte tous les jours, je compte tous les jours. J'arrête là les données chiffrées, elles n'ont pas nécessairement beaucoup d'intérêt, mais elles nous permettent quand même déjà de mieux connaître la Haute-Loire et de combien notre département s'inscrit bien dans la notion de territoire de montagne. Bien qu'elle ne soit pas, et de loin, parmi les départements les plus peuplés de France, je peux dire que la Haute-Loire est une montagne peuplée. Sa démographie est la plus dynamique d'Auvergne. Elle augmente depuis quelques années par la hausse des naissances et aussi par l'arrivée d'actifs, et non plus seulement par des retraités venus se réinstaller sur leur terre d'origine. Rien à voir évidemment avec des départements prestigieux que sont l'Isère ou le Savoie, qui ont une démographie beaucoup plus galopante. La Haute-Loire est aussi une montagne organisée. Son relief est fait de vastes plateaux que coupent les vallées de jeunes fleuves que sont la Loire et l'Allier. De nombreuses petites communes constituent un réseau dense qui couvre l'ensemble du territoire autour de pôles urbains importants que sont le Puy, Brioude, Yssingeaux ou Monistrol. Je souligne aussi une présence du département qui joue pleinement son rôle de collectivité de proximité par excellence. Comme il a failli disparaître, j'en profite pour me récupérer un petit peu là-dessus. Mais aussi des intercommunalités qui, dans nos territoires de montagne, mènent d'excellents projets d'amélioration de conditions de vie et de développement économique, très importants dans ce département. Ces intercommunalités sont amenées à évoluer, comme on le sait, mais leur futur périmètre devra permettre de conserver une bonne connexion avec les administrés en privilégiant l'équilibre harmonieux de l'ensemble du territoire de la Haute-Loire et en prenant en compte le plus souvent possible les véritables bassins de vie que constituent ces secteurs-là. La Haute-Loire est aussi une montagne attractive. Contrairement aux idées reçues,
On compte de nombreuses PME, une présence forte dans des secteurs économiques très spécialisés comme l'extrusion du plastique, la mécanique, l'agroalimentaire, voire aussi la filière bois qui est très importante dans ce département. Et nous avons aussi de nombreux projets d'installation et de développement, ce qui est réjouissant pour l'avenir. Le sens de l'engagement de nos entrepreneurs, une bonne qualité de la main-d'œuvre, tout comme d'indéniable beauté du cadre de vie, explique cette attractivité. Oui, la montagne attire encore un peu, pour peu qu'on sache la valoriser. Et ce sont des entreprises extérieures au département qui sont venues ici, qui nous ont expliqué cela. Il y a une qualité de vie ici, il y a une qualité de main-d'œuvre qui fait qu'on a envie encore de s'installer en Haute-Loire, même dans des technologies très spécialisées. Vous pourriez dire à m'entendre jusqu'à maintenant que je dresse une situation idyllique, évidemment, d'un îlot complètement préservé, d'un jardin d'Éden indemne de toute difficulté. Hélas, dirais-je, rassurez-vous, nous sommes bien logés à la même enseigne que l'ensemble des autres territoires. Nous connaissons ces difficultés, que vous partagez aussi, celles qui cumulent à la fois la ruralité et la zone de montagne. Mais le sentiment d'abandon de l'État concernant nos zones de montagne ne doit pas occulter les initiatives de forces vives locales. Le maire de Saint-Baudel-le-Froid, avec qui j'ai quelques acquaintances, situé à presque 1200 d'altitude, ne dira pas le contraire, n'est-ce pas André? Vous avez su faire preuve, vous avez misé sur l'avenir et vous avez su faire preuve d'imagination, de lucidité, et je dirais même de pas mal d'audace et de prise de risque pour concevoir des projets de développement. Nous avons trouvé les arguments à Saint-Baudel-le-Froid pour remporter l'adhésion des institutions, de la préfecture, du conseil régional, du conseil départemental. Aujourd'hui, le résultat est là, dans une commune vivante au dynamisme et au rayonnement reconnu. On peut encore réussir en zone de montagne, même dans les secteurs les plus en difficulté. Mais ce n'est pas un fait unique. C'est aussi la même ambition qui guide aujourd'hui le département et les élus du plateau de la Chaise-Dieu, à l'ouest de la Haute-Loire. Là aussi, à plus de 1000 mètres d'altitude, dans un plateau balayé par les vents, avec un projet ambitieux de développement autour de l'exceptionnel patrimoine architectural et culturel de l'ensemble abbatial de la Chaise-Dieu, dont vous avez certainement entendu parler, ne serait-ce que par son célèbre festival. Si le président du festival est là, Gérard Roche, il pourrait en parler beaucoup plus que moi. Je suis intimement persuadé qu'on peut savoir prendre son avenir en main, penser et bâtir un développement local, dynamiser, embellir un territoire et donner à nos concitoyens l'envie de s'y rendre, de s'y arrêter, d'y séjourner, d'y revenir et surtout d'y habiter. Alors je vais prendre un seul exemple de contrariété. Vous savez, la qualité de l'habitat est un problème important dans nos contrées de montagne. Les contraintes naturelles et climatiques auxquelles nous sommes confrontés exigent que nos concitoyens puissent disposer d'un habitat sain, notamment en termes d'isolation. Or, nous, habitants de montagne, sommes face à un risque réel qui est de voir passer sous notre nez une bonne partie des crédits de l'ANA notamment, qui sont quand même bien mieux fléchés pour aller vers l'urbain. Ça, c'est une injustice flagrante et c'est bien dommage qu'on ne puisse pas y remédier. Nous célébrons cette année les 30 ans de la loi Montagne. Cette loi qui date du 9 janvier 1985 et que connaît bien René Souchon, l'actuel président de la région Auvergne, pour en être, n'est-ce pas, l'auteur. Cette loi Montagne portait plus sur l'espace naturel et sa préservation. Cela a eu son utilité et ça correspondait à un besoin du moment. Mais il s'est avéré que le volet humain, celui concernant les hommes et les femmes vivant dans ces territoires de montagne, a été, me semble-t-il, un peu insuffisant. Manquait aussi un volet concernant le développement économique, l'attractivité et l'accès aux services publics qui aujourd'hui devient particulièrement aigu. Est-ce pour remédier à cela qu'a été décidé un second acte de la loi Montagne? Quelle suite sera donnée au rapport de l'acte 2 de la loi Montagne, remis le 3 septembre au Premier ministre et rédigé par Bernadette Laclais, députée de la Savoie, et Annie Genevard, députée du Doubs, que j'ai eu l'occasion de saluer hier, avec qui je me suis entretenu? Est-ce que ce sera bien un acte 2 de la loi Montagne pour un pacte renouvelé de la nation avec les territoires de montagne? Je l'espère vivement. Mais les échanges d'hier, je dirais ceux d'aujourd'hui, vont finir de nous éclairer là-dessus.
Ici, en Haute-Loire, nous sommes attentifs à cette évolution. Pour toutes les raisons d'ailleurs que j'ai évoquées au début de mon propos, une population nombreuse concernée par la vie en zone de montagne, par la grande ruralité, par l'activité agricole de montagne, Dieu sait si c'est compliqué maintenant, par le tourisme, l'activité de pleine nature, l'accueil en gîte, en chambre d'hôte, on peut décliner beaucoup de choses. Mais il y a aussi l'enjeu du numérique. Là, le département est bien appréhendé, et ici en Auvergne, on fait preuve d'exemple. C'est le projet très haut débit porté par la région et les 4 départements qui se déploient actuellement sur la Haute-Loire. Le numérique, c'est vraiment l'enjeu des territoires innovants de demain que sont les départements. Comme l'a vivement souhaité Dominique Bussereau et Madame Lebranchu, ministre en charge de la décentralisation de la fonction publique, qui hier, lors du congrès de l'ADF, réunis à 3, ont exprimé ensemble cette volonté-là. D'ailleurs, Vincent Descoeurs, qui est là, pourrait nous en parler beaucoup plus, puisqu'il a fait le voyage rapide dans la journée pour aller s'exprimer dans ce domaine-là aussi. Le numérique, c'est aussi les usages qui en découlent. À quoi ça sert de mettre la fibre, de créer les réseaux si on n'y a pas les usages qui en découlent. Et je le dis depuis longtemps, on n'imagine pas l'ampleur de ce nouveau champ d'application qui s'ouvre pour nous, les collectivités locales, et je dirais surtout dans nos zones de montagne, dont l'accès à un certain nombre de services publics est un petit peu réduit. Le numérique, j'en suis persuadé, c'est une chance de développement et d'avenir pour nos territoires aux accès difficiles. Et nous sommes tous, les uns les autres, chacun dans notre région, dans nos départements, dans nos communes, bien placés pour le savoir. Mais l'avenir de nos territoires de montagne, je le relie aussi à la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, qui a été promulguée le 7 août, après moult tergiversations et rebondissements, il faut bien dire. L'enjeu ici, sur un autre terrain, celui de la pertinence de l'évolution de nos collectivités. On peut en être légitimement préoccupé. Personnellement, je me demande s'il n'y a pas un glissement entre la loi NOTRe et celle de la fin de vie. Car comment analyser autrement cette réorganisation dans les territoires de France qui n'est rien d'autre que l'amorce d'une euthanasie douce des départements et des communes? Alors, en m'adressant à vous ce matin, j'en appelle à une prise de conscience. Réalisez bien qu'avec des regroupements que nous allons connaître dans les mois à venir, il y a un risque simplement, que le décisionnel échappe à ceux qui sont proches du terrain, à ceux qui vivent sur place, qu'ils soient élus ou fonctionnaires, à ceux qui animent et militent pour leur territoire. Ce n'est pas en 2017, ni même d'ailleurs en 2016, mais c'est bel et bien dès aujourd'hui que nous devons être vigilants. Bien plus encore être présents, actifs et force de proposition. L'enjeu n'en est pas moins que l'avenir de nos territoires, surtout dans nos zones de montagne, cet espace de vie qui semble ne plus être reconnu par l'État, ne laissons pas aux mains d'un appareil administratif et technocratique distant le stylo qui écrira notre demain. Vous le ressentez peut-être déjà au sein de nos collectivités respectives lorsque vous bâtissez vos budgets. Les difficultés financières étaient jusqu'à ce jour contraignantes. Elles deviennent particulièrement préoccupantes. S'il y a bien une réalité qui se poursuit, c'est la baisse constante des dotations. Toutes les collectivités sont touchées. Les maires se font entendre. Souvenons-nous de leur mouvement du 19 septembre dernier. Mais nous, les départements, et plus particulièrement ceux de montagne, nous dénonçons depuis longtemps cette dérive qui nous oblige à nous creuser les méninges pour continuer à assurer nos missions. Les départements expriment aujourd'hui leurs inquiétudes les plus vives au sujet des allocations individuelles de solidarité, dont le versement est assuré par les départements. Or, la situation d'une dizaine d'entre nous, n'est-ce pas Vincent, vous avez dû l'évoquer hier, elle est particulièrement préoccupante et fragile pour une quarantaine. Se pose même pour certains la question de savoir comment nous irons payer le RSA au mois de novembre et au mois de décembre. Et il y en a 4 ou 5 départements directement concernés.
Et cette fragilité dans ce dispositif, nous la dénonçons depuis plusieurs années. Elle devient aujourd'hui particulièrement préoccupante, à tel point que le Premier ministre a reçu une délégation de l'Assemblée des départements de France, conduite par son président Dominique Bussereau, a pu apporter un certain nombre de réponses. Mais des réponses d'urgence permettront de finir 2015. C'est en tout cas ce qu'il a annoncé pour quelques départements privilégiés. Mais l'urgence ne va rien régler. Le problème sera toujours identique. Il ne faudrait pas qu'une fois de plus, le gouvernement se limite à venir au secours des départements qui n'auraient pas fait les efforts nécessaires de gestion. Les plus vertueux ne seront pas, eux, soutenus par l'État. Moi, je me pose la question, pourquoi n'ai-je pas été plus libéral dans la distribution de crédits et me trouver aujourd'hui dans une situation de non-paiement et bénéficier des ressources de l'État exceptionnelles? On se demande si on a bien fait. Des mesures structurelles doivent impérativement être définies au plus tard au premier semestre 2016. En tout cas, c'est ce que le Premier ministre leur a indiqué. Pour examiner ensemble le reste à charge, parce que c'est ce qui pose problème, ce poids financier laissé aux départements et qui grève très gravement leur budget. Certes, les départements de France veulent participer à l'effort général. On comprend tout ça pour assainir les finances publiques. Mais ils sont trop déséquilibrés. Et s'ils n'investissent plus, en tout cas, l'effondrement des plus fragiles sera désastreux pour l'ensemble du pays, et plus particulièrement d'ailleurs pour les plus fragilisés qui sont souvent en territoire de montagne. En Haute-Loire, nous avons depuis longtemps su prendre les décisions qu'il fallait pour préserver une bonne santé financière. J'étais particulièrement concerné, croyez-moi, ce n'est pas un exercice très facile. Cette disposition dont on voit aujourd'hui qu'elle est salutaire n'exclut pas une grande vigilance. Et les sujets sur lesquels nous portons toute notre attention ne manquent pas. Mise en œuvre de la loi NOTRe aujourd'hui, montée en charge de la grande région Rhône-Alpes-Auvergne, l'évolution autour des AIS, des péréquations en discussion, les dotations, l'acte 2 de la loi montagne. C'est un vaste, très très vaste programme. Aussi, notre si grande vigilance a une finalité, être encore présent pour nos territoires de montagne, dans une réelle proximité, c'est très important, parce que c'est une condition indiscutable pour apporter des réponses modernes et adaptées aux enjeux de leur attractivité et de leur développement. Pour nos concitoyens, pour que nos concitoyens puissent continuer d'y vivre et de s'y épanouir. La montagne, j'en suis persuadé, a encore de beaux jours devant elle. Les montagnards, en tout cas, y croient. Je vous remercie et je vous souhaite d'excellents travaux.